3 invités avec nous chaque soir pour discuter de la situation des marchés et décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alexandre Bardès d'être avec nous également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes chef analyste chez IG et Florent Vabon nous accompagne également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Économiste chez Ecofi, ravi de vous retrouver tous les trois. Virginie, vous êtes spécialiste du marché américain. Combien de fois dans votre carrière vous avez entendu parler d'une possible scission de Google, Virginie ? Je ne sais pas, je pense qu'on a dû déjà en parler ensemble. Oui, je vous confirme. Certain, le fameux serpent de mer. Oui. Je ne sais pas combien de fois, mais je vous rappelle que Microsoft avait été soumis aussi il y a 20 ans à une possibilité. Donc, ce n'est pas juste le cas de Google. Oui, ça arrive en plus à un moment donné où on peut se poser la question, cette fameuse domination de Google, mais enfin la domination, elle est aussi chez d'autres. Évidemment, on va parler des 7 magnifiques. Et cette domination, elle risque d'être renforcée dans les années à venir avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est des hyperscalers. Donc, et on ne sait pas non plus quelle va être, Google c'est Gemini, parce qu'ils sont eux-mêmes challengés par les nouveaux outils. Donc tout ça est très compliqué et donc j'y vois une espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est un mouvement encore un peu démagogique, je ne suis pas sûre que ça affole vraiment le À une semaine de l'élection présidentielle, c'est vrai que... Est-ce que la justice américaine peut endosser ce genre de décision, ce type de décision ? Pour l'instant, c'est à l'étude. Oui, c'est à l'étude. On verra. Mais... Et toujours, on se pose la question, parce qu'il y a tous ces nouveaux éléments, depuis la dernière fois où on a pu en parler, donc il faudra voir. Et quelquefois, on peut même se dire, de toute façon... Ce qui est plus important, c'est pas tellement le break-off ou le spin-off ou la mise, c'est vraiment la mise à disposition, l'ouverture, effectivement. Mais une fois de plus, comme vous avez l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle, est-ce que ça aussi, ça fait partie du lot ? Je pense que ça vient là. Pas tout à fait par hasard, mais une fois de plus, c'est après, la crainte. Google, on peut se dire que sum of the parts, et voilà, après. Ça peut être intéressant d'investir dans des divisions de Google qui sont aujourd'hui intégrées au groupe. Pour le moment, c'est beaucoup de menaces comme ça, de mots lancés, mais on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Et vous dites le fait que ça revienne aujourd'hui, c'est pas tant le moteur de recherche Google traditionnel, qui est aujourd'hui partout, mais c'est l'idée que peut-être cette domination dans la recherche pourrait être encore accrue avec des outils d'intelligence artificielle demain. Mais à ce moment-là, c'est pas juste Google. On sait bien. Au contraire, cette IA, elle va mettre de la concurrence. Oui, il va mettre de la concurrence, mais c'est quand même ces hyperscalers qui ont la data et qui la traitent déjà, que ce soit un Meta, un Google, même un Apple, avec l'intelligence artificielle embarquée dans ses devices. Enfin, là-bas. Oui, pas encore chez nous, oui. Donc, tout ça peut être soumis, effectivement, ça pèse beaucoup de questions, de toute façon, d'un point de vue réglementaire. On voit bien que l'Europe a déjà pris le bâton. D'ailleurs, on peut en discuter. Ça, c'est le bâton réglementaire européen, il n'est jamais très loin. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on en reparlera, effectivement, ça va être des sujets qui vont être sur la table dans les mois et les années à venir, c'est évident. Alexandre, si je regarde la réaction de marché aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que le marché soit terrorisé à l'idée que Google soit séparé en petits morceaux dès demain. Non, parce que c'est effectivement ça. Et non seulement c'est Google, là, effectivement, c'est quand même la plus sérieuse procédure antitrust qui est depuis Microsoft, mais d'autres alertes sur Apple ou d'autres, des enquêtes qui ont été ouvertes, qui n'ont pas abouti non plus. Donc c'est vrai que c'est devenu presque un bruit de fond, mais il y a quand même quelque chose qui, je pense, doit quand même attirer l'attention, c'est sur le fait que, je vais passer ce chiffre, donc il y a quelques mois, c'était que le nombre d'enquêtes antitrust aux États-Unis, alors soit pour des situations de monopole ou des situations de refus de vente, par exemple, ou des fusions qui ne peuvent pas se faire, le nombre d'enquêtes ouvertes est tombé l'année dernière à son plus bas niveau depuis la fin des années 90. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu aussi peu aux États-Unis d'enquêtes antitrust ouvertes. Alors, soit ça veut dire que la loi est très bien respectée, et tant mieux, soit ça veut dire qu'il y a peut-être une forme de lobby qui est très très bien fait, qui empêche certaines enquêtes d'aboutir, et on peut aussi voir là la montée en puissance de ces groupes, c'est cette magnifique, par leur capi boursière, leur gloutonnerie, finalement. Leur emprise. Voilà. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, pour faire une forme d'exemple, il n'y aura pas, et c'est peut-être ça, je ne dis pas le Black Swan, c'est un bien grand mot, mais peut-être, vu qu'on a touché des extrêmes quasiment en termes d'enquête
antitrust et de faiblesse d'enquête antitrust, est-ce qu'on n'est pas sur l'autre versant désormais où les enquêtes seront peut-être plus nombreuses et si elles n'aboutissent pas à des chocs de démantèlement complet, peut-être effectivement des cessions partielles ou autres. Ça me paraît peut-être plus probable dans la phase actuelle. Et il me semble, ça c'est un autre sujet qu'on peut voir après, mais l'aspect peut-être aussi un peu fiscal. C'est-à-dire qu'on voit qu'avec le déficit américain qui désormais depuis 4 ans est sur des niveaux extrêmement forts, il y a le sujet fiscal aux États-Unis me semble être sous-estimé par les marchés, le sujet politique. Et je pense que ce qui se passe en France, c'est quelque chose qu'on va voir arriver, à mon avis, assez rapidement aux États-Unis, et que donc la fiscalité aussi de ces grands groupes peut rentrer un peu dans le scope, je dirais, des marchés et des observations par rapport... Donc un rapport de force qui serait un peu plus tendu entre l'exécutif américain et ces grands groupes, peut-être demain. Encore une fois, c'est moins la question de la force politique en présence que la situation du déficit américain qui pourrait forcer alerte le Trésor et la Fed. C'est-à-dire que c'est pas juste une observation d'économistes, c'est la Fed qui dit ça c'est pas soutenable et le Trésor qui dit ça c'est pas soutenable. Donc à un moment donné, même si la situation n'est pas la même qu'en France, il y aura quand même besoin de ramener un déficit peut-être plus vers les 4% que vers les 6-7 sur lesquels on est actuellement. On était à plus de 10% au moment du Covid. Donc ça, je vois pas comment ça passerait en dehors d'un changement de fiscalité, ouais. Et c'est évident qu'un gouvernement démocrate serait plus à même de mettre en place ces mesures qu'un gouvernement républicain. Et ce genre de menace, que ce soit réglementaire ou fiscale, budgétaire, il n'est pas intégré quand vous regardez aujourd'hui des cours de bourse comme ceux de Google, Apple, Microsoft. On compare ce qui s'est passé en France, par exemple, depuis juin dernier, donc la dissolution, et on s'est dit, finalement, tiens, le CAC 40, c'est quand même un peu la France. On disait souvent, le CAC, c'est pas la France, etc., c'est des grands groupes, et on s'est rendu compte, certains avaient déjà vu la chose arriver, que la dissolution, ça peut entraîner soit la formation de l'arrivée au pouvoir de groupes radicaux, et c'est l'aspect fiscal qui faisait peur dans ce cas de figure-là. On se disait, si c'est effectivement la gauche radicale, les taux d'imposition vont flamber. Donc c'est ça qui avait, je pense, fait aussi baisser le CAC 40. Et on se rend compte que finalement, un gouvernement plus de coalition et plus modéré remet quand même ces thèmes de fiscalité sur la table. Et on a vu que ça avait quand même impacté. La sous-perf du CAC 40, je pense, depuis quelques mois, est aussi liée à ces questions de fiscalité, pas seulement d'instabilité politique ou autre, c'est à combien de plus seront taxés certains grands groupes. Et je pense que ça, si on reste ce qui s'est passé en tout cas sur le CAC 40... Là, c'est un canal de transmission très direct entre un indice et sa zone domestique. C'est ce que le CAC a démontré. Donc pourquoi serait-il autrement pour les indices américains si des mesures un peu d'exception voyaient les jours? Comment vous regardez le cas d'investissement Google aujourd'hui? Est-ce que c'est une entreprise, au-delà de la menace serpent de mer, comme vous dites, Virginie, est-ce que ça fait partie des entreprises intéressantes pour vous à avoir en portefeuille? C'est quoi le rationnel aujourd'hui d'un investisseur qui pourrait avoir du Google? Je ne vous ai pas demandé avant, mais j'imagine que... C'est pas ma préférée. C'est pas votre préférée. Bon, voilà. Ça n'a jamais été ma préférée. Mais cela dit, c'est difficile de se passer de ces sujets-là. Il ne faut pas oublier que ces groupes, on a quand même, dans la situation américaine, on a des moteurs de fusée qui sont allumés. Moi, j'appelle ça la révolution CAPEX. D'accord ? Donc, la révolution CAPEX, c'est quoi ? C'est pour ça qu'on va avoir des taux longs, d'ailleurs, qui vont rester, à mon sens, à terme. Je ne parle pas de demain, le verbage qu'on a actuellement. Ça peut baisser un peu, mais d'accord. Mais bon... On a besoin d'investissement et les CAPEX, où est-ce qu'ils sont ? Ces facilités, elles sont effectivement chez les grands. Que ce soit les Google, les Meta, les Amazon, on les connaît. Voilà. Ces CAPEX, ils sont énormes, et les trois moteurs, Nvidia. vous les connaissez. C'est l'IA, effectivement, c'est l'évolution technologique, c'est le souci géopolitique, et donc l'industrie, la défense, etc., et la transition énergétique. Ces trois moteurs qui sont allumés, et qui sont quand même très centrés sur les États-Unis. Pas l'oublier. Donc la transition énergétique, c'est aussi un thème européen. Bien sûr. Mais on voit bien que quand même, je veux dire, les facilités, l'investissement, les poches, les possibilités, elles sont entières là-bas. Et ces grands groupes participent. Donc Google, à l'image, et comme un Microsoft, c'est difficile de s'en passer parce que c'est vraiment, ça va rester des acteurs indéboulonnables, pardonnez-moi l'expression, mais on peut dire ce qu'on veut. Et peut-être que Google fait beaucoup moins de bruit que Microsoft sur l'intelligence artificielle, mais en attendant, ils sortent quand même des produits, des tools, enfin des outils qui sont absolument aussi très percutants. La semaine dernière, ils en ont encore sorti un Notebook LM qui est très percutant. Donc voilà. Qui fait quoi? J'ai pas suivi tous les tools. C'est un notebook, donc ça vous permet de soumettre des documents, mais enfin vous en ressortez avec un podcast. Ah oui.
Alors, je ne vais pas vous inquiéter. Non. Oh si, non mais moi je demande remplacez-moi, pas de problème. Non mais j'accepte l'augure d'être un jour remplacé, il n'y a pas de souci. Il y a des tas de choses qui vont arriver, on n'est qu'au début, donc Ouais. voilà, ça va être difficile de se passer de ces grands groupes parce que ils ont la scalability. Comme vous dites, c'est eux qui vont mettre ces produits à l'échelle et qui vont les scalability, diffuser. Ils ont le cash et les talents. Comment l'économiste que vous êtes, Florent, regarde ce sujet-là? Vous avez le droit de botter en touche, mais il y a un rationnel macroéconomique derrière l'idée de se dire tiens, il faut peut-être démanteler un jour ces groupes qui ont une emprise trop importante, avec un rationnel lié à l'antitrust, à la concurrence, bien sûr. C'est difficile de répondre à cette question, pour être honnête, c'est pas tout à fait ma spécialité. Je pense que ça a été évoqué en Europe, on a beaucoup de réglementations de ce point de vue-là. Donc, est-ce qu'aux États-Unis, non, ce qui a plus attiré mon attention en réalité, c'est plutôt la fiscalité. La fiscalité, effectivement, des groupes. Mais au-delà de ça, alors c'est pas du tout ça répond pas du tout à votre question. Non, c'est pas grave. Pour le coup, vous avez le droit de voter en touche. Ce qu'a dit Alexandre, c'est le lien entre la Fed et le déficit. Pour moi, il n'est pas évident en réalité, parce que la Fed, techniquement, n'a pas à se soucier du déficit. Elle est indépendante. Elle est indépendante. D'un point de vue politique. On est d'accord. Je peux envisager effectivement l'idée que ça puisse rentrer dans l'équation, mais c'est difficile pour moi à justifier de dire la Fed va baisser ses taux parce que le déficit est monstrueux ou parce qu'il faut refinancer l'État, etc. C'est difficilement entendable. Je pense qu'au contraire, l'idée, c'est plutôt de se dire que les variables macroéconomiques aujourd'hui permettent un ajustement de politique monétaire. Et en plus de ça, en réalité, si la Fed la Fed a même plutôt intérêt à baisser ses taux en cas de dégradation de l'économie par rapport au déficit, parce que ça voudrait dire que le déficit se creuserait davantage. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors je parle souvent de Alan Greenspan, enfin pratiquement à chaque fois que je viens. Ouais. Alors lui, en revanche, avait, alors là ça rejoint effectivement votre point de vue, c'est que Alan Greenspan avait des idées sur comment mener la politique budgétaire aux États-Unis. Et il y avait quelques batailles avec Clinton à l'époque, mais quand bien même, ils n'ont pas leur mot à dire sur le déficit, sur la politique. De manière générale, c'est même plutôt contre-productif. Même si on entend régulièrement, mais en écoutant même Bernanke, Janet Yellen, qui fut présidente de la Fed et aujourd'hui secrétaire au Trésor, ou encore aujourd'hui Jay Powell, régulièrement, ils indiquent que la trajectoire de finances publiques américaines n'est pas soutenable dans le temps. Ça fait partie aussi du discours récurrent et permanent des banquiers centraux américains, enfin en tout cas depuis que je les suis, Florent. Oui, bien sûr, mais encore une fois, pour moi, ça ne rentre pas dans l'équation. Et puis, c'est même plutôt contre-productif en réalité. Ouais. C'est ce que la littérature économique récente a montré, c'est-à-dire que... Trop de porosité entre les deux, ça... Bien sûr, on pense évidemment à l'exemple Nixon-Burns. Oui. Et en réalité, donc, alors pareil, je ne vais pas écorcher son nom, mais c'est une recherche qui est vraiment récente. Donc, essaie de dénombrer le nombre d'interactions entre les membres de la Fed, en tout cas le président de la Fed et le président. Ouais. Donc évidemment, les fameuses Nixon tapes, etc., je veux dire, le nombre d'interactions avec Nixon et Burns a été énorme. Au-delà du raisonnable. Exactement. Et depuis Alan Greenspan, encore une fois, depuis la grande modération, etc., qu'on peut dater à peu près à partir de son arrivée, on a un nombre d'interactions qui est vraiment limité. Et ce qu'il montre surtout, c'est qu'en réalité, à vouloir trop interagir avec le politique, on met à mal le mandat de la Banque centrale américaine et on a des gains d'inflation supplémentaires. Et vous imaginez pas qu'on rentre dans un paradigme où quand même l'idée d'avoir des trésors et des banques centrales alors coordonnées au mieux sur des objectifs souverains, comme on dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer quand même un fonctionnement qui s'adapterait à ce genre de paradigme, ou est-ce que ça reste... Alors, ça reste compliqué selon vous Il y a énormément de débats autour de ce qu'on appelle la dominance fiscale en ce moment. C'est-à-dire le fait que, ça rejoint encore une fois un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que les États prennent le pas, j'ai envie de dire, sur... Il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force qui n'existait plus auparavant parce qu'on parlait énormément d'austérité. On n'en parle plus vraiment aujourd'hui. Alors, peut-être en France, on en certains en reparlent. Mais je veux dire, les plans de dépenses pour la transition énergétique, les plans de dépenses pour la défense, etc., tous ces sujets-là, c'est pas synonyme d'austérité. Non, donc on va rentrer potentiellement dans un régime macro où l'affrontement sera plus visible. Mais pour autant, voilà, je comprends. Il y aura de la friction, il y aura de l'affrontement, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une fusion des trésors et des banques centrales. Parce que c'est contre-productif de dire qu'une banque centrale va aider un gouvernement à se financer. Voilà. Oui.
En termes de crédibilité. Oui, j'entends, oui, quel que soit l'objectif. Ouais. L'objectif peut être tout à fait respectable, il n'empêche que ce n'est pas un fonctionnement productif sur le long terme. Vous revenez des États-Unis, Virginie ? C'est quoi la couleur à un mois de l'élection, là ? Quand on discute avec des investisseurs, des gens qui vous avez rencontrés. Oui. Écoutez, ça, je ne verra. pas, oui, parce que pour avoir suivi des élections depuis des décennies, c'est vraiment très... jusqu'au dernier moment, et vous savez, le poids de un ou deux États, on sait. À la fin, le poids des médias. Donc... Est-ce que ça va être un game changer ou pas ? Enfin, je veux dire, est-ce que le résultat de cette élection, en fonction des scénarios qu'on peut avoir en tête, est-ce que ça change des choses importantes dans la manière d'investir en 2025 sur le marché américain ? Moi, personnellement, non, pas du tout. Mais comme d'habitude, on y va chacun de sa théorie. Et évidemment, on va venir sur le sujet du budget et des dépenses, puisque les dépenses avec un Donald Trump vont être beaucoup plus élevées. Voilà. Non. Bon, après, on le sait bien, il y a le Congrès derrière. Et puis, ce que j'ai toujours vu, finalement, après, c'est que, de toute façon, démocrate ou républicain, le pro-business demeure. Voilà, ça, oui. Pas l'oublier. Donc ça, c'est quand même essentiel. Donc oui, à la marge, il peut y avoir des différenciations, surtout beaucoup de bruit avant, un peu de bruit après jusqu'à... Et vous n'avez pas de côté un portefeuille Harris et un portefeuille Trump à dégainer au lendemain du 5 novembre. Non. Pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt de savoir si effectivement, il vaut mieux être sur un Meta ou un Microsoft. Oui. C'est plutôt ça le sujet pour moi demain. Ça, c'est indépendant de... Oui, donc c'est complètement indépendant. Non, je crois qu'il n'y a pas de... c'est bon. Et puis pour la veuve vécu, il y aura sûrement des différenciations, mais c'est pas... Non. Potentiel de perturbation de cette élection, Alexandre. Par rapport à 2016, déjà, il y avait l'effet de surprise à l'époque. Trump, c'était quand même la grosse surprise. Personne ne s'y attendait, moi le premier. Et surtout l'effet marché qu'il y a eu derrière. C'est-à-dire le dollar qui a grimpé à fond, les taux qui ont grimpé. Et c'était vertueux pour le marché action, c'est-à-dire on percevait ça. Alors que les stratégistes disaient que si Trump était élu, le dollar allait s'écrouler. Ouais, il y a comme une rotation stylistique. Mais alors justement, il y a quand même quelque chose qui est d'un peu différent. Il y a eu des Trump trades quand même. Exactement. Mais ce qui me semble être différent cette fois-ci, c'est qu'à l'époque, quand Trump est arrivé, au-delà d'effet de surprise, il y avait un déficit américain qui est gravité aux alentours de 3%. Aujourd'hui, c'est aussi 7%. Et c'est-à-dire que la marge de manœuvre qu'il avait à l'époque et qui était validée par le Congrès, ces mesures, il n'a pas prises seul, il y avait un boulevard, parce qu'en plus, on sortait un peu de l'ère Obama, où il avait remis l'économie américaine en ordre, d'un point de vue réglementaire post-suprême, d'un point de vue économique aussi. Et donc, il y avait de la marge pour de la stimulation. Là, qu'est-ce qu'on a eu depuis 2020, si ce n'est de la stimulation à, je ne vais pas dire à outrance, mais le plan IRA, infrastructure ou autre de Biden. Il veut dire que les Trumponomics, aujourd'hui, dans le contexte de 2024, avec un niveau de déficit comme celui qui a été atteint aux États-Unis, serait peut-être pas forcément perçu pro-risque et on va le faire surtout. Est-ce que le Congrès lui donnerait le feu vert pour mettre ce même type de mesures en place? Alors, probablement, il y aurait ces marqueurs classiques, baisse d'impôts, etc. Mais voilà, je pense que ça a quand même limité un petit peu du coup l'appréciation de la bourse. Il était réélu. Mais au-delà de ça, après, c'est un sujet... moi, je ne vais pas passer pour le pessimiste. Autant pour l'Europe, moi je vois des choses plutôt positives à moyen terme. La Chine, on va en reparler. Mais pour les États-Unis, j'ai l'impression un peu de revivre. Pourtant, j'étais plus jeune à l'époque, mais je m'en souviens quand même, de revivre un peu ce qui a amené à la bulle de 2000. Alors je ne dis pas qu'on est sur les mêmes valeurs qu'à l'époque, je ne dis pas que les boîtes... Je suis d'accord là-dessus, on ne va pas revenir, on ne va pas comparer les deux. Mais on a l'impression d'être dans un système, dans une phase où ce qui pourrait, à un moment donné... faire consolider un peu le marché, par exemple, des alternances j'anticipe beaucoup de baisses de taux, typiquement en début d'année, puis j'anticipe plus du tout, puis j'en anticipe à nouveau. Ces espèces d'aller-retour, de va-et-vient, le sentiment de marché sur la politique monétaire, et avec un Jérôme Powell qui a toujours le mot qu'il faut pour rassurer sur l'après, ça veut dire que le dernier rallye qui s'est créé, notamment sur les anticipations de baisse de taux, on était à 17 fois les bénéfices anticipés. Aujourd'hui, on revoit le même pattern qui s'est formé en début d'année, on le revoit presque formé maintenant, c'est-à-dire que Jérôme Powell baisse les taux de 50 points de base, on pense qu'il y aura beaucoup de baisse de taux derrière, et puis on se rend compte que la résilience de l'économie américaine est bien là, effectivement, l'ISM Service rebondit sur un plus haut d'un an et demi, l'inflation sous-jacente, PCE repart un peu, et on voit que le marché est assez peu sensible à ça. C'est-à-dire que on corrige de 5 ou 10% et on reprend 20% derrière. Et les multiples de valorisation aujourd'hui, sur le S&P, c'est plein de 22 fois les bénéfices. Donc, si on va plus haut, c'est-à-dire nettement plus haut, c'est 23, 24, 25, pour le S&P, je parle, et on retrouve ensuite à 26 fois, c'était les niveaux sommet bulle Internet. Et là, la question, c'est de dire, est-ce que le marché peut y aller? Oui, si on n'arrête pas le marché, c'est un enfant dans un magasin de bonbons, il y va. C'est le rôle de qui de dire à un moment donné des choses. Alors on dit, mais c'est pas la Fed, c'est pas son rôle, elle, son mandat, c'est emploi et inflation. Pourquoi se mouillerait-elle sur les valos de marché, etc. C'est pas son job. Greenspan,
on en reparle, c'est bien lui qui, à l'époque, en 96, d'ailleurs, c'était au début du coup, mais cette phrase sur l'exubérance irrationnelle, mais il compare un peu ça par rapport au Japon, etc. Mais ça nous montre bien que les banquiers centraux, quand ils le souhaitent, ils peuvent avoir des messages qui sortent un peu du cadre de leur mandat, parce que éviter que l'on reproduise les mêmes erreurs qui ont été réalisées, c'est de la stabilité financière. Oui, il y a un sujet de stabilité financière. Exactement. Oui, voilà. bien sûr. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a des germes quand même d'une instabilité future, vu les valos qu'on atteint, et l'histoire du nouveau paradigme. On était là-dedans à l'époque aussi, c'est-à-dire se dire, on va s'habituer à vivre à 25 ou 26 fois les bénéfices, c'est la nouvelle norme, parce que, regardez les fonds monétaires, et il y a de la liquidité qui peut encore ressortir, etc. Donc c'est normal de pricer autant que ça, et puis la révolution AI, c'est les mêmes choses qu'on entendait à l'époque, qui sont montées sur des niveaux bien plus extrêmes, mais c'est quand même, on a des patterns un peu similaire. Et donc, voilà, pour moi, je suis un peu confortable avec cette idée qu'à 22 fois, avant l'élection américaine, avant les résultats, on continue de pousser les bonnes nouvelles. News is good news, en fait. C'est pas good news. Ouais, news is good news. Je suis d'accord. Voilà. Oui. Et à un moment donné, l'absence de On trouve toujours une manière de tourner la nouvelle du bon côté. Voilà. Oui, mais faut pas jouer que le S&P, parce que dans le S&P, il y a des tas de choses qu'on pas rebondi. Oui, alors voilà, c'est ça. C'est toujours le même sujet. Le S&P Equal Weighted commence à rattraper un petit peu quand même. Mais volatilité partant de très loin. à court terme, ça c'est certain. Ouais. Que dit l'économiste de tout ça, Florent? La Fed et les marchés, la Fed et la macro, la Fed et l'élection présidentielle. Pour revenir un peu à l'immédiateté des choses, quand vous regardez le flux de données économiques qu'on a depuis le 18 septembre, est-ce qu'on peut toujours dire que la Fed a fait le bon choix, qu'elle est dans le bon rythme, dans le bon tempo, et que le cycle de baisse de taux va continuer de se poursuivre devant nous? Bon, on peut débattre en effet de la nécessité d'avoir plutôt fait de 50 ou 25. Bon, à la limite, c'est du passé, c'est trop tard. On a eu le débat. Je pense que le choix a été le bon, c'est-à-dire de baisser les taux en septembre, c'était la bonne décision, parce que, encore une fois, il s'agit plutôt d'un ajustement de politique monétaire. On a un marché de l'emploi qui, alors, au vu des derniers chiffres, effectivement, montre, a priori, qu'il est encore plutôt vigoureux. Après, il faut disséquer les choses. C'est-à-dire que quand on regarde les créations nettes d'emplois non agricoles, alors effectivement, le rapport de l'emploi qui est sorti vendredi a été extrêmement surprenant. C'est-à-dire 254 000 emplois nouveaux créés dans l'économie américaine en septembre. Et surtout, donc on dit souvent, un point de données ne fait pas une tendance. Le problème, c'est que qu'il y a deux points de données d'avant qui ont été relevés aussi. Donc là, on change d'une certaine manière la tendance. C'est-à-dire qu'on passe d'une moyenne sur les 3 derniers mois de création d'emplois qui s'évaluait avant sur l'emploi à 116 000, il est désormais proche de 190 000. D'accord. C'est pas non plus exceptionnellement élevé. C'est-à-dire qu'on est proche des moyennes historiques. Par contre, quand on dissèque les secteurs, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de regarder d'un côté les secteurs gouvernementaux, de l'éducation et des services à la personne, de santé, etc. Ce qu'on peut qualifier d'emploi non cyclique, en réalité. Oui. Donc, quand on regarde cette proportion-là, elle est énorme. D'un point de vue historique, par rapport en plus à tous les autres secteurs cycliques. Ça rebondit un petit peu sur le mois de septembre, mais c'est encore assez léger. La focale, à mon sens, elle devrait plutôt se situer, quand on évalue aujourd'hui le marché de l'emploi aux États-Unis, sur la capacité, la fluidité sur le marché de l'emploi. La capacité qu'ont les nouvelles personnes qui rentrent sur le marché de l'emploi à trouver un emploi rapidement, facilement. Dans quelles conditions, exactement. Etc. Parce que il y a cette phrase qui ressort, effectivement, aux États-Unis, c'est le meilleur marché de l'emploi qu'on a jamais vu, etc. Oui. C'est vrai. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde la classe d'âge 25-54 ans, quand on regarde... prime est au top. Exactement. Quand on regarde les femmes, qui étaient auparavant plutôt... Même les minorités. Exactement. Tout ce taux de chômage, enfin cet emploi maximum inclusif, qui est l'objectif explicite de la Fed, tout est au plus haut. Maintenant, c'est vraiment là-dessus qu'il faut regarder, parce qu'aujourd'hui, les entreprises embauchent moins. Donc elles ont réduit, c'est ce que nous indique le taux d'embauche dans les JOLTS. D'autre part, le nombre d'offres d'emploi à pourvoir a diminué assez sensiblement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les entreprises américaines font face à une baisse de la demande qui viendrait d'un événement extérieur, elles auraient plutôt tendance à licencier. D'accord. On arrive au moment où les décisions à venir, en cas de coup dur, seraient des décisions de licenciement. Les 50 BP de la Fed le 18 septembre, c'est pour stabiliser la situation. D'accord. Et je pense qu'elle va continuer. En revanche... À 50 ou à 25 ? Plutôt à 25, mais en revanche, par exemple, sur la réunion de novembre, ce n'est pas à exclure qu'elle ne fasse rien. Quelque chose de pas linéaire, en fait. Oui, c'est tout à fait possible. Le marché aime bien quelque chose de régulier, de ce point de vue-là. Mais il faut imaginer que ça puisse ne pas être linéaire.
Bien sûr, et puis Alexandre le rappelait, ça virevolte tous les jours. Les anticipations de marché, c'est... Oui, le narratif est un peu mouvant. Ouais. Je dois dire, Faut suivre. pour essayer de suivre, on est parfois un peu pris à contre-pied. Oui, vous disiez, oui, il faut anticiper que ça sera peut-être pas linéaire et ça un sera chemin pas tranquille linéaire. jusqu'au taux neutre de la Fed. Ça ne sera pas linéaire, D'accord. ça c'est évident. Et je pense que Jérôme Powell, il l'a bien compris et on le sait bien, c'est son modus vivendi. Lui, il va se placer. Et moi, j'exclus pas. Alors, pour rejoindre ce que disait Alexandre, c'est qu'effectivement, s'il y a un peu plus encore des dépenses, ça sera peut-être limité, mais etc. Post-élection. La post-élection, plus ce que je disais sur les investissements à venir, etc. Attention à l'inflation. On est content 2,3, 2,4, 2,5, tout ça. C'est pas vraiment des différences. Mais on peut avoir un. Trump qui nouveau, délivrerait le programme tel qu'il l'a conçu. Oui, ça peut être inflationniste, j'imagine. Je parle sous le contrôle de l'économiste, mais je crois qu'il y a assez peu de doute là-dessus. Voilà. C'est justement comment la Fed, comment ces inconnus peuvent. Comment la Fed peut gérer ces inconnus, la Fed ou d'autres banques centrales? Parce qu'il y a à la fois, évidemment, l'inconnu du résultat de l'élection présidentielle, mais ça, on aura un moment la révélation. Il y a l'inconnu de l'intensité de la relance chinoise, par exemple. Oui. Il y a l'inconnu pétrolière. Alors, je parle de l'équilibre fondamental offre-demande, mais dans un contexte de tensions géopolitiques qui peuvent escalader et amener peut-être une prime plus ou moins structurelle sur des cours du pétrole. Du point de vue d'une banque centrale, tous ces phénomènes-là, comment est-ce qu'ils sont pris en compte aujourd'hui, Florent? S'agissant des élections présidentielles américaines, en l'occurrence, c'est difficile de les intégrer. Oui. Ils verront bien le jour J. On est d'accord. Voilà, pour le dire très simplement. Mais ça peut bouleverser le plan de la Fed pour 2025 ? À mon sens, oui, parce qu'on vient de le rappeler, effectivement, Ok. c'est beaucoup plus D'accord. inflationniste. D'accord. Dans un premier temps, a priori, parce que, encore une fois, on l'a vu avec la séquence 2018-2019, les tarifs douaniers imposés à la Chine Ouais. et au monde entier avaient plutôt été récessionnistes pour l'activité manufacturière. À un moment, ça pèse sur l'activité. Voilà. C'est même Moi, genre c'est un peu plutôt- stagflationniste, quoi. Le mot, j'aime pas trop ce mot-là, mais Bon. disons que c'est plutôt un effet récessif. D'accord, sur l'activité. Au moins sur le manufacturier. Ok. Après, sur la Chine. Donc parlons-en effectivement du plan de relance en Chine. Les marchés ont... Le sentiment de marché a fortement évolué là-dessus. Déjà, je pense qu'il faut essayer de quantifier l'ampleur des mesures de relance qui ont été annoncées par les autorités chinoises. D'un point de vue monétaire, donc d'un point de vue de la Banque centrale de Chine. Là, on a des détails. Hein. Exactement. Voilà. Oui, c'est oui. effectivement. Ce sont des taux de marché, on les voit, on les observe. C'est pas aussi important que la dernière crise de confiance avérée qu'on a vécue, à savoir 2015-2016. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. D'un point de vue budgétaire, c'est 2 à 3 fois moins important en termes de pourcentage de points de PIB aussi. Donc moi, mon analyse de la situation en Chine, c'est que ces mesures de relance, d'ailleurs, en fait, c'est pas le bon terme à mon sens. C'est pas des mesures de relance, de soutien, de stabilisation. Ok. C'est de se dire, J'accepte, je prends l'idée. on voit que le marché immobilier se dégrade de mois en mois, de trimestre en trimestre. La Banque centrale dit on veut ramener une stabilité de la Voilà. croissance et un rebond modéré des C'est prix. ça. Et donc l'enjeu, Ça reste assez nuancé. Hein. exactement, l'enjeu c'est la confiance du consommateur, la confiance du secteur immobilier. Donc ça, il va falloir accumuler un certain nombre de Ouais, je données, etc. Ça change pas en un claquement de doigts. Voilà, et en fait, ce que dit le marché sur les actions chinoises, c'est qu'on a une expansion des multiples sur, prenons le MSCI China, par exemple, qui finalement essaie d'anticiper une forme de confiance retrouvée. Je comprends. Et donc c'est fébrile, Je comprends. de ce point de vue-là. Ouais. D'ailleurs, on le voit sur les jours. Oui, c'est assez chaotique. Hein. Voilà. C'est assez chaotique, c'est assez divergent entre la Chine offshore Hong Kong qui est restée ouvert la semaine dernière, les marchés de Chine continentale qui ont rouvert, qui ont dû rattraper, mais qui... voilà. Alexandre, qu'est-ce que vous dites sur la Chine, là ? Ce qui est intéressant, c'est de comparer effectivement le bazooka de la crise des émergents à l'époque 2015-2016. C'était un vrai bazooka. Donc, de manière indiscriminée, on tire partout. Et finalement, ce qui peut apparaître comme des mesures plus intelligentes, c'est-à-dire plus ciblées, plus modérées, et qui tapent un peu partout. C'est-à-dire qu'on abaisse les taux court terme, les ratios prudentiels pour les banques, les taux immobiliers pour ceux qui ont déjà des crédits en cours. Alors que les mesures qui étaient prises il y a à peu près un an et demi, c'était des mesures pour éviter le choc systémique. On s'assure déjà que les mastodontes de l'immobilier ne s'affaissent pas et n'entraînent pas l'économie avec. Donc à l'époque, c'était plutôt ça. Et ensuite, on affine, on dégrossit vraiment le risque. Et puis là, on arrive dans la partie plus demande intérieure, où on essaie quand même de la soutenir un petit peu. Et je trouve au contraire, je pense que c'est comme ça que le marché d'ailleurs
l'a perçu, c'est comme des mesures qui sont effectivement, j'aime bien le mot soutien un peu relance, et s'il y a besoin de faire plus, on en fera plus. C'est-à-dire qu'on, la porte reste ouverte. Voilà, c'est des ballons d'essai, on va comment ça réagit. Alors, ça réagit plutôt très très bien, peut-être probablement trop fortement, mais ça réagit quand même plutôt bien. Et on sent qu'il y a encore de la réserve derrière. S'il faut aller d'ailleurs, on a vu des déceptions sur une communication il y a 24 heures, probablement une communication plus positive ce samedi. Si elle n'est pas assez positive, elle sera peut-être plus positive. Oui, c'est ça. On a l'impression que ça les gêne. À chaque pas déception, on donne un nouveau rendez-vous. Voilà, Quoi. ça les gêne pas de se tromper. C'est la course à l'échalote. Mais bon, oui. Ouais, ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que le rebond peut paraître incroyable, mais prenez ce qui s'est passé sur la tech, par exemple. Virginie connaît bien la tech américaine, mais si on compare la tech chinoise, à une époque où on comparait les deux, c'était des gros concurrents, on voyait les Tencent rivaliser avec les géants de la tech américaine, et puis ça s'est complètement effondré. Entre le sommet de 2021 et le point bas qui était à peine, même pas un an et demi après, il s'est passé 75% de baisse, donc c'est l'équivalent d'une bulle Internet qu'on a eu sur les marchés chino-américains. Donc les marchés chinois, pardon. Donc revoir des valeurs tech, ce qui était le cas, faire 50% en 12 jours, c'est beaucoup, mais vous partez de tellement bas que vous êtes à la hauteur de la défiance et des niveaux de faiblesse qui avaient été. Il ne faut pas s'affoler si derrière le marché refait moins 15, même moins 20, même moins 30 derrière. Il peut retracer 3/4 du rebond. Mais je pense que les bottoms, par contre, je pense à la fois sur les gros indices type MSCI Emerging, où le bottom depuis 3 ans est formé, et sur les gros indices chinois, je pense aussi que la capitulation a eu lieu en 2022, ou pire, c'est-à-dire que la Chine confinée, surréaction réglementaire, etc., l'économie qui s'affaissait. Là, on sent que le bottom, la capitulation est intervenue et qu'on est dans un bottom large qui met du temps à se former, mais qu'il faut plutôt essayer de jouer les creux en rachat, plutôt se dire je vais reshorter tout ça pour aller. Voilà, c'est plutôt quand le marché relâche 15-20%, mieux c'est de racheter un peu que d'essayer de tout refourguer rapidement, je pense. Bon, puis on verra. Là aussi, ils ont l'horizon de l'élection américaine, j'imagine, côté chinois. Enfin, je veux dire. La concurrence indienne aussi, il y a peut-être un peu de réel politique. Hein, l'Inde qui monte en puissance. Enfin, je pense que la Chine le voit. Les flux directs d'investissement étranger, c'était le douche froide ces derniers temps. Donc, il y a un besoin de réalité économique qui s'impose. Et ça, je trouve ça plutôt bien de voir la Chine réagir à ce moment-là. Florent, c'est une économie chinoise, alors stabilisée, on va le dire comme ça, c'est bon pour la Chine, c'est bon pour nous aussi en Europe. Enfin, je veux dire, il y a encore l'idée que ça peut générer des effets d'entraînement pour des économies très industrielles, manufacturières, type Allemagne, par exemple. Oui, il y a des canaux de transmission qui sont évidents, en effet. Mais qui restent valables aujourd'hui dans le monde de 2024, quoi. Je pense que ça s'est entendu, c'est-à-dire que je trouve qu'assez modeste, finalement, ces plans qui ont été annoncés. Donc, c'est difficile d'envisager que ça ait un effet bénéfique très important là-dessus. Donc, en réalité, ça amène à la réflexion suivante, c'est de se dire que la Chine, si véritablement elle veut, non pas stabiliser, mais relancer les choses, il va falloir s'attendre potentiellement à d'autres mesures. Ouais. Et là, dans ce cadre-là, effectivement, les canaux de transmission sont assez connus, c'est-à-dire que l'industrie manufacturière chinoise repart, l'industrie manufacturière américaine, européenne, etc. Et concrètement, ça veut dire plus de croissance, plus d'inflation. Le sujet, quand même, c'est un peu le bémol que j'apporte, c'est que le monde a un peu changé. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de dérisquage. Il y a des concurrences accrues et des taxes, des mesures douanières aussi qui sont appliquées, même du côté de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Donc ça limite un peu le potentiel. Et à minima, en réalité, et ça rejoint un peu le risque géopolitique, question à laquelle je n'ai pas répondu d'ailleurs. Mais en réalité, ça peut rendre les banques centrales nerveuses, parce que c'est tous les événements qui sont un peu hors de leur portée. Mais c'est ça. Voilà. En réalité, le fait que la Chine ait été dans une aussi mauvaise situation économique jusqu'à présent a été très bénéfique pour les banques centrales, parce qu'on a eu une importation de déflation. C'est très déflationniste. Bien sûr. Ça peut potentiellement l'être un peu plus, ou à minima, encore une fois, vu qu'on est désormais proche de la cible du côté de la Fed. Et des banques centrales nerveuses, c'est des banques centrales moins lisibles pour le marché, pour les investisseurs, moins sûres d'elles, bien sûr, moins en confiance. Ça, c'est quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas avoir d'emprise, donc c'est difficile. Et puis les risques géopolitiques, c'est terrible, parce que les risques géopolitiques, c'est des chocs d'offres. Et les chocs d'offres, les banques centrales ne savent pas véritablement bien y répondre. C'est soit on soutient l'économie parce qu'un choc d'offres, c'est potentiellement récessif, soit on restreint la politique monétaire parce que c'est inflationniste. Donc après, pareil, il y a une recherche abondante sur ce sujet. Mais on sort d'un exemple récent assez... Il semblerait que certaines banques centrales aient plutôt envie de soutenir la consommation à court terme, mais qu'à long terme, elles montent les taux d'intérêt. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est des arbitrages qui sont très difficiles à faire pour les banques centrales. Ouais, je comprends. Des banques centrales nerveuses. Ça rendrait les banques centrales nerveuses. On est de toute façon rentré dans un régime macro beaucoup plus volatile, avec tous ces sujets-là. Un mot des entreprises, alors justement, Virginie, on va attaquer la saison de résultats. Là, qu'est-ce que vous attendez des boîtes américaines, celles que vous suivez? Et puis en termes d'investissement, qu'est-ce que vous aimez dans le marché américain aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'on attend? On attend plutôt un bon trimestre, justement. Alors bon, mais il y a beaucoup de différenciations, c'est toujours pareil. Après, à mettre en relation avec les valorisations et les attentes sur chacun des entreprises, sur chacune des entreprises, évidemment. Est-ce que le marché, les investisseurs ont changé un peu leur focale au-delà des 7 magnifiques? Est-ce que ça se ressent? Est-ce que ça va se voir aussi dans les résultats? Je pense qu'au-delà des 7 magnifiques, le marché, les consensus ne sont pas trop ambitieux. Voilà. Donc, à voir. Or, 7 magnifiques, oui, c'est raisonnable. Oui, tout à fait. Donc, bon, faudra voir. Mais là, une fois de plus, après, sur le long terme, il faut savoir, moi, je pense que l'IA va disrupter partout, à tous les étages. Donc, c'est encore un nouvel élément analysé pour nous. Voilà. Après... qu'est-ce qu'on aime, même regarder Pepsi qui a publié, parce qu'il y a déjà des sociétés qui publient. Donc, Pepsi qui a publié... c'était pas fantastique. On aurait pu même voir un petit peu de déception. Et finalement, le titre a monté derrière. Donc, j'ai le sentiment que le marché est plus porté par une visibilité long terme. Voilà, il a besoin d'y voir clair. Et donc, Pepsi, finalement, ça a été plutôt bien pris. Bon, je pense que c'était pourtant un petit peu décevant. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Non, plutôt de bonnes nouvelles. Enfin, j'espère, sur nos dossiers. Est-ce que les entreprises de taille moyenne ou plus petite, est-ce qu'elles peuvent à nouveau attirer de l'intérêt? Oui, absolument, parce qu'elles ont été beaucoup dirétées, en fait. Elles ont connu des Là, les facteurs sont en place pour que le marché puisse quand même revaloriser un peu tout à fait. ce segment-là. Donc, oui. Puis il y a des effets de mode, on le sait bien. Donc, il y a des rotations comme ça qui peuvent se mettre en place. Donc, non, moi je pense que le marché, c'est pas un trimestre trop ambitieux, hormis les... On a toujours des sujets, on le sait bien, on ne va pas parler d'NVIDIA, mais bon, avec la lumière de TSMC, on peut se dire, ah bah tiens... Oui, c'est peut-être pas le trimestre où NVIDIA va cracher, j'en sais rien, on verra. Mais sur les plus petites entreprises, non, je pense que le momentum est là. Ouais. Alexandre? Je suis d'accord avec Virginie, l'aspect rotation, je pense qu'il va devenir plus important. Il y a déjà quelques exemples quand même sur les small qui à un moment donné avaient surperformé les larges de manière très importante. Alors c'est vrai qu'avec la résilience de l'économie qui est en train de rebondir des taux, rebondir des dollars, on peut se dire, bon, ben ça, par contre, pour les small, du coup, si la Fed hésite un peu à continuer son cycle tout de suite, ça peut les freiner un peu. Mais effectivement, je suis d'accord avec Virginie, il y avait une survente des small, il y a une divergence massive, tout l'épisode 2021, surtout 2022-2023, où les small raclaient encore le fond, alors que les larges battaient record sur record. Et on pressait déjà de la récession, en fait, à l'époque, sur les small, qui n'est jamais arrivée. Donc, même si maintenant, et ce qui me semble être logique, on assiste à un ralentissement quand même à venir de l'économie américaine, parce qu'il faut quand même ramener l'inflation vers les 2%, et il faudra quand même y arriver, ça fait quand même partie du mandat, même si on a assez pivoté sur l'emploi. Je pense que même s'il y a des retracements, on ne reverra pas les points bas de 2021-2022. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours du vrai potentiel et justement de la rotation. Et c'est ça qui fait que moi, je suis un peu plus méfiant sur les... Alors, pas les large cap tech spécialement, mais certaines large cap, parce que je pense qu'il y a des flux qui peuvent s'orienter sur les small et aussi peut-être une orientation un peu géographique. On sait pour beaucoup de gérants, alors c'est vrai que l'Europe envoie un message en ce moment qui est vraiment pas top, mais il y a encore 2 mois de ça, beaucoup de gérants disaient, oui, l'Europe, on voit les choses positivement. Moi, je vois toujours positivement. Je pense que l'Italie a encore du jus devant sans aucun problème ou autre. Les choses changent sur la partie sud de l'Europe. Donc, je verrais bien aussi une réorientation un peu géographique. La Chine qui va un peu mieux, ça peut, à la marge, mais réorienter un petit peu les flux, pas que spéculatifs qu'on a vu ces derniers temps, mais des flux peut-être un peu plus structurels et un peu plus de smart money là-dessus. Donc voilà, je verrais bien l'Europe pas aller beaucoup plus bas que ce qu'on a vu. La Chine se stabiliser, repartir un peu. Les small avec du potentiel et vraiment les méga cap US ou très large cap. Voilà, une période... Stagner un peu plus, plus stagnant. En mode, on a vu... Non, mais c'est bien. C'est ça qu'on a un peu oublié. Si ça se passe comme ça, c'est bien. Hein. La phase 2014-2016. 2014-2016, c'est vrai. Ça. On avait une phase sur les... latérale. Un peu. Pendant 2 ans. Et on a que d'autres en profitent. Voilà. Que le momentum se diffuse un petit peu en dehors de ce seul groupe de valeurs. Rapidement, en 1 minute, sur la BCE, oui, c'est fait la semaine prochaine, 25 points de base. Oui. Ça va aller plus vite encore demain, Florent? Il y aura un moment cette nécessité? Alors, moi, la nécessité, oui, elle est présente. Dans mes prévisions, j'ai octobre, décembre et janvier. À 25? À 25, à chaque fois. D'accord. Je pense que là, effectivement, le marché anticipe bien les choses. Peut-être un peu moins sur 2025. Mais on aura l'occasion de parler. Oui. Mais c'est bien, 3 mois déjà, 3 meetings, enfin en tout cas 3 réunions, c'est un bon horizon. C'est un bon horizon. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florent Vabon, économiste chez Ecofi, Virginie Robert, présidente de Constance Associés, et Alexandre Baradez, bien sûr, chef analyste chez IG.